etc. Est-ce que vous avez fait les exercices le 5 et le 6 du chapitre 1? Non, monsieur. J'ai mis dans le diapo, le dernier diapo, l'exercice à faire 5 et 6. Dans le PDF, il ne sort pas. Moi, j'ai rien vu. OK. Je pense que... OK, c'est de ma faute. OK, est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi une charge électrique? Raphaël. Raphaël John Dance. Oui, monsieur. C'est quoi une charge électrique? Euh, Qui peut répondre? Une charge électrique, c'est quoi? Sofiane. Sofiane. Je ne sais pas trop, monsieur. Monsieur, c'est le déplacement des électrons. Non, une charge électrique. Donc, on va essayer pour chaque cours. C'est des notions, des nouvelles notions pour vous. Donc, il faut apprendre ces choses-là pour ne pas faire confusion à l'avenir. D'accord? Donc, il faut réviser le cours au minimum 2 heures de travail à la maison. D'accord? Parce que c'est des choses c'est la base et vous devez les connaître par cœur pour que vous puissiez progresser pour le cours et pour c'est-à-dire la formation, toute la formation. Donc, on a dit que la charge électrique, c'est la quantité d'électrons, c'est le nombre d'électrons qui peuvent se déplacer pour former un courant électrique. Et la charge électrique, elle est mesurée en quelle unité? Comment? En coulomb. Un coulomb est égal à combien d'électrons? 6,25 fois 10 à la 18. C'est ça. Donc, ça, c'est la charge c'est-à-dire d'un coulomb. C'est-à-dire l'unité, c'est le coulomb et le nombre d'électrons qui représente un coulomb, c'est 6,25 que multiplie 10 à la puissance 18. Ensuite, on a vu la tension. Donc, c'est quoi la tension? Myriam. Je vous entends pas. La tension, c'est pas, c'est la force qui pousse les électrons. C'est calculé en volts. C'est presque, mais pas vraiment. Quelqu'un d'autre? C'est la différence entre les deux points. Ok. La différence de quoi? La différence entre les deux points, comme la différence de potentiel. Ok. La différence de potentiel. C'est quoi le potentiel? Ben, c'est comme quand ça va de l'autre côté, genre on va dire il y a une ligne droite, puis comme je sais pas, le courant passe de l'autre point à un autre point, et c'est la différence. Okay. Donc, on a dit qu'il faut raisonner étape par étape. Essaye de suivre le raisonnement. C'est quoi un courant électrique? On a dit que l'atome
est constitué d'un noyau. Autour du noyau, il y a des orbites où des électrons tournent autour de c'est-à-dire suivent la trajectoire des orbites. Donc, il y a certains atomes qui ont le pouvoir ou bien la possibilité de libérer des électrons sous l'effet d'un champ magnétique, un champ électrique ou bien un flux lumineux. Parmi eux, le cuivre, par exemple, qu'on l'utilise souvent dans les conducteurs électriques. Maintenant, le déplacement de ces électrons-là d'un atome à l'autre, dans un sens bien déterminé, constitue le courant électrique. Donc, la charge, c'est le nombre d'électrons qui vont se déplacer, qui peuvent donner naissance à un courant électrique. Le nombre de charges, c'est le nombre d'électrons. Et la charge, elle est mesurée en coulomb. Et un coulomb est égal à 6,25, 10 à la puissance 18, etc. Maintenant, le déplacement de courant, lorsqu'il n'y a pas d'obstacle, c'est-à-dire pour déplacer les électrons, il n'y a pas de problème. Donc, on a un courant électrique avec une tension, donc il n'y a pas de différence de tension entre deux points. Maintenant, si je fais, par exemple, introduire une résistance entre deux points, la résistance, c'est quoi? C'est un matériau qui résiste au passage d'un courant. Donc, le passage des électrons, il va s'opposer. Donc, il ne va pas laisser tous les électrons vont passer. Donc, il y a une certaine quantité qui va passer en même temps. Et lorsqu'on fait cette résistance-là, entre deux points, on va créer un embouteillage à l'entrée. C'est comme un accident qui survient sur une autoroute et l'intervention des policiers, des ambulanciers, ils vont bloquer deux voies et il reste une seule voie. Donc, on va avoir un embouteillage à l'entrée. Et cet embouteillage, entre l'entrée et la sortie de la résistance, va former une différence de charge, une différence entre le point A et le point B. Donc, le nombre d'électrons au point A est supérieur au nombre d'électrons au point B. Donc, on fait une différence de potentiel. Il y a un potentiel au point A supérieur au potentiel au point B. Donc, électron, charge. Le nombre d'électrons, ça donne la charge électrique qui est mesurée en coulomb. Le déplacement de ces charges-là dans le temps. Donc, la charge dans le temps. Ça va donner naissance à un courant électrique. La différence, si on insère une résistance, comme j'ai dit, dans le circuit, on va créer une différence de charge. Donc, il y a un cumul d'électrons à l'entrée par rapport à la sortie. Donc, on va avoir une différence de potentiel entre l'entrée et la sortie. Dave, c'est quoi l'unité de la tension? C'est genre. C'est un joule, c'est ça? Non, qui dit mieux? C'est en volt. Volt. C'est le volt. Donc, la charge, elle est en coulomb. La tension, elle est en volt. Et le courant, En ampères. en ampères. Le courant, il est en ampères. Vous savez qu'il y a des multiples et des sous-multiples des unités, par exemple. Est-ce que vous connaissez le milliampère?
Oui. Il vaut combien en ampères? Euh, 0,1, non? Hein? 0,1 ampère. C'est Moins 3. 10 à la puissance moins 3. Donc, 1 ampère, 1 milliampère est égal à 10 à la puissance moins 3 ampères. Et le kilo ampère, c'est combien? 10 puissance 3. 10 puissance 3. On a aussi le micro-ampère. 10 moins 6. 10 moins 6. Et le nano, le nano-ampère? 10.9. 10.9. 10.9 ou 10 moins 9? 10 à la puissance 10.9 ou 10 à la puissance? 10 moins 9. à moins 9. Moins 9. OK. OK, donc on a fait une petite révision pour le cours le cours passé. Aujourd'hui, on va aborder, donc on a vu un petit peu les notions d'électricité. Aujourd'hui, on va essayer de faire le premier composant qui est utilisé dans l'électricité. C'est bien la résistance. Donc, on a fait, vous voyez mon écran? Oui, monsieur. oui. OK. Donc, le cours, il va être basé sur le chapitre 2. Est-ce que vous avez acheté le livre? Oui. OK. Oui. On va faire un petit exercice sur les unités parce que c'est important de les connaître. Parce que pas mal d'entre vous, ils vont faire erreur lors de l'examen dans la transformation des unités entre les multiples et les sous-multiples. Donc, essayez de faire l'addition et la soustraction des unités, on va les rendre en milliampères, millivolts, microfarad. Donc ici, on a l'ampérage, donc ça c'est l'intensité du courant. Et ensuite, on a le voltage, le ohm. Pour les gens qui ne connaissent pas l'unité de la résistance, c'est le ohm. Et ça, c'est pour les capacités, c'est le farad. Donc le microfarad et le millifarad. Donc on va faire l'addition ici. Est-ce que vous allez réussir ou pas? Faites vite, je vais choisir des gens au hasard. Monsieur, est-ce qu'on avait terminé de voir le chapitre 1? Oui, on est en chapitre 2. Monsieur, moi je me souviens qu'on n'avait pas fini Ouais. le cours. On n'avait pas fini le chapitre 1. On n'a pas fini, on n'a pas terminé le chapitre 1?
Non, on était rendu jusqu'à... On a terminé de parler... Le dernier cours, on a terminé de parler des charges élémentaires. OK. Donc, on n'est pas rendu au chapitre 2. J'ai plusieurs groupes, donc chacun à son rythme. Est-ce que je vous ai envoyé, je vous ai envoyé le PDF? Non? Vous nous avez envoyé Le cours 1 en PDF? vous nous avez envoyé les notes de cours du chapitre 1. Ok. On n'avait pas vu tout le chapitre. OK. On est arrivé à quel... OK. On est arrivé à quel... Dans les quantités d'électricité et charges électriques 2. la page, c'est combien? Mais c'est après les charges élémentaires. Et tu l'as imprimé, c'est quel... La page 15, monsieur. Quantité d'électricité. On a vu l'énergie? Oui. Est-ce qu'on a vu la puissance? Oui, on avait vu la puissance. Ouais, on a vu la puissance. Grandeur électrique, quantité d'électricité ici? Ouais, c'est le dernier cours. C'est de là qu'on a arrêté. OK. OK, donc on oublie l'exercice de là. On va essayer de commencer le cours 1. Ensuite, on va, si on aura le temps, on va commencer le cours. Donc, c'est le nombre de charges, donc le nombre d'électrons qui peuvent donner naissance à un courant électrique, donc une tension ou bien un courant électrique. Donc, la mesure de courant est égale à un courant est égal à 6,25 10 à la puissance 18 électrons. Et la charge, on peut se calculer, c'est-à-dire de la même manière lorsqu'on fait un coulomb plutôt à une charge électrique qui est égale à 10 à la puissance moins 1,6 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc ça, c'est les charges des différents composants de l'atome. Donc on a le proton qui est positif, donc au lieu de moins 1,6, donc c'est plus 1,6 la charge. 10 à la puissance moins 19 et on a les masses qu'on n'a pas besoin. Le neutron, il est une charge neutre, donc il n'a pas de charge. Ensuite, on a la tension. Donc la tension, c'est l'énergie nécessaire pour déplacer une charge entre deux points. D'accord? Ou bien on peut la considérer comme la différence de potentiel. Donc, si par exemple vous avez un tuyau, un robinet, donc lorsque tu fermes le robinet, la pression en amont, elle va augmenter. Et cette pression-là, donc c'est une énergie qui peut, c'est-à-dire augmenter, c'est-à-dire le débit, plutôt la vitesse des électrons ou bien de l'eau à travers la tuyauterie. Donc, elle donne de l'énergie pour déplacer les charges
Et on peut la calculer par cette formule-là. V est égal à l'énergie, donc l'énergie électrique qu'on va dépenser sur la quantité de charge, donc le nombre d'électrons ou bien qui est mesuré en coulomb ici. Donc le volt est égal à 1 joule sur 1 coulomb. Donc ça, c'est la première définition de la tension en fonction de l'énergie absorbée. Mais on peut, après, on va la voir sous une autre forme qui est la forme à partir de la loi d'Ohm, qui est fonction de la résistance et du courant qui passe par le conducteur. Donc, on a dit que le courant, c'est la vitesse des électrons. Donc, c'est la vitesse, donc ça veut dire que les charges, lorsqu'ils se déplacent dans le temps, ça c'est le courant électrique. Donc, on a la quantité de charge Q sur T, donc qui donne c'est-à-dire la vitesse des électrons, qu'on appelle un courant électrique. Donc, le courant, il est mesuré en coulomb et le temps en secondes pour le calcul. Donc, il faut respecter les différentes unités et surtout les multiples et les sous-multiples des unités pour qu'on puisse faire un calcul correct. Donc, ici, le calcul, la formule doit respecter I en ampères, le Q en coulomb et le temps en secondes. Donc, on peut avoir le coulomb, donc l'ampère, donc c'est l'unité de mesure de l'électricité ou bien de l'intensité du courant électrique, est égal à 1 ampère est égal à 1 coulomb sur 1 seconde. Monsieur? Tandis que... Monsieur, j'ai une question. Oui. Donc, 1 ampère égale à 1 coulomb, non? Allô? Oui, allô? Oui. 1 ampère égale à 1 C sur 1 une seconde. Allô? Oui. C'est 1. Monsieur, on ne vous entend pas. 1 ampère, ce serait... 1 ampère est égal à 1 coulomb sur 1 seconde. Ou ça serait égal à 1 coulomb par seconde? Oui. Non? Oui. 1 ampère. Répète ta question. Ben, 1 sur 1 égale à 1. Non. Oui, ça, c'est les unités. Donc, 1 ampère est égal à 1 coulomb sur 1 seconde. Donc, si on revient à la formule ici, le courant électrique est égal à la quantité de charge sur le temps. Donc, c'est juste on a remplacé les unités ici. 1 ampère est égal à 1 coulomb sur 1 seconde. D'accord. Allô? Oui. Vous m'entendez? Est-ce qu'il y a des coupures? Des fois, ça vous couper d'un coup, monsieur. Au début, ça coupait, là. Ouais. Ouais, l'Internet est instable, je ne sais pas pourquoi. OK. Donc, on continue. On a pour l'unité de l'ampérage, donc on a les milliampères. Donc, dans les circuits électriques, les cartes électroniques, on utilise souvent le milliampère ou bien le microampère. Dans les circuits d'alimentation, dans l'industrie, on utilise l'ampère ou bien le kiloampère des fois pour les centrales de production d'énergie. Donc, il faut connaître les multiples et les
Donc 1 milliampère est égal à moins 3. Monsieur, on vous On lit attend les pas ampères. de tout. Ça coupe vraiment. Aïe, aïe. OK. Monsieur? Oui, oui. Donnez-moi une minute, je vais voir le routeur. Réinitialiser le routeur parce qu'il y a des coupures d'Internet. OK? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, donnez-moi une minute, je reviens. Ok. Dit qu'il y a des multiples, donc et des multiples pour la mesure de courant, donc il faut faire attention aux unités. Parmi les plus utilisés pour les seuils multiples, on a les milliampères, donc 1 milliampère est égal à 10 à la puissance moins 3 ampères. Et le microampère qui est de 10 à la puissance moins 6 ampères. Donc ça, c'est la définition de courant électrique, comment il se déplace, le nombre de charges. Donc on a dû définir ça au début. Donc on a le sens du courant électrique qui va se déplacer dans un... Monsieur, on vous entend pas. Elle a toujours une... Jamais 203. Comme ça, on ne m'entend pas? Non, le truc, c'est que votre voix est bug, genre. Ça fait la même affaire qu'avant la pause. Ça se coupe. Comme là, vous êtes plus là. Vous êtes parti, monsieur. Vous êtes juste freeze, là. Yeah, here we go again, the boys. Non, mais yo, tu sais qu'est-ce qu'on dit? Jamais 203. Ouais, tu vois. Il va revenir puis il va encore laguer sa phrase. Yo, ça va être comme ça, genre, tout le cours. Bon. Il y a un petit problème, donc vraiment désolé. Avec la haute vitesse, je pense que Vidéotron, il doit payer ça très cher. Il y a des coupures à chaque minute. Est-ce que vous m'entendez comme ça? Ouais, on vous entend. Ah. Je ne sais pas si on peut faire continuer le cours comme ça. Ok, donc le sens conventionnel du courant électrique, donc on va essayer d'accélérer lorsque l'Internet revient.
Normalement, les électrons, ils se déplacent dans un sens bien déterminé. Donc, dans un courant continu, donc en utilisant une batterie, par exemple, dans ce cas-là, on a le sens positif, donc le courant électrique qui se déplace de la borne positive vers la borne négative. Donc, c'est ça le sens du courant électrique. Donc, on peut mettre le I comme ça. Mais en réalité, les charges électriques... Et on voit pas votre Vous n'avez pas écran. partagé votre écran. On voit rien. Ouais, on voit pas votre écran, monsieur. Comme ça, c'est bon? Oui. Monsieur. Donc ici, on a le sens du courant et j'ai dit que c'est le sens du positif vers le négatif. Donc le courant, il va circuler conventionnellement, c'est-à-dire du positif vers le négatif. Mais les charges électriques, c'est-à-dire en réel, normalement, ils se déplacent dans ce sens-là. Donc c'est l'inverse du courant. Donc sens de circulation des électrons, c'est du négatif vers le positif. Le courant électrique, il est du positif vers le négatif. Donc, c'est une convention qu'ils ont dit qu'on va se mettre d'accord que le courant passe du positif vers le négatif. Mais les charges électriques, donc, qui sont les électrons, ils se déplacent du négatif vers le positif. Intensité du courant. Donc, le dB est de 1000 milliards, donc dans cet exemple, d'électrons par seconde. Calculer l'intensité qui correspond. Donc, on a dit que le courant électrique est égal à quoi? I. Le courant électrique est égal à quoi? Charge divisé par seconde. Q sur T. Q sur T. Donc, Q, c'est la charge sur le temps. Le temps. Donc, Q à quoi est égal? Est égal à... On a le nombre d'électrons. 100 milliards d'électrons ici. Par seconde. Donc, 100 milliards d'électrons. Je multiplie par quoi? Donc, le milliard, c'est 10 à la puissance 9. Ensuite, je multiplie par quoi? 1,6. Par quoi? Fois 1,6 fois 10 à la 10 est puissance moins 19. Très bien. C'est quoi ça? Ça, c'est la charge d'un électron. Un électron, oui. Exactement. Très bien. Donc, que multiplier 1,6 10 à la puissance moins 19 sur le temps, c'est combien? Une seconde. Une seconde. Donc, c'est une seconde. Et on va trouver un courant qui est égal à 0,016 microampères. Monsieur? Oui. Je comprends pas pourquoi vous avez fait fois 1.6 fois 10 exposé à moins 19. Oui. Donc, on a dit que ça, c'est la charge d'un électron. On a dit que le courant est égal à la charge en coulomb que divise le temps. La charge, c'est quoi? C'est le nombre d'électrons qui se déplacent. Donc, le nombre d'électrons ici, c'est 100 milliards. Et la charge d'un électron, c'est 1,6 10 à la puissance moins 19. Ce qui nous donne le nombre de charges totales qui se déplacent. Donc, le nombre, c'est 100 milliards et que multiplie la charge d'un électron. Que divise le temps qui est en secondes. Donc, on va se retrouver avec 0,016 microampères ou bien 16 Vas-y, c'est la puissance. Nanoampères. Nanoampères. N minuscule
ampères. Le nano, à quoi est égal? 10 à la puissance Moins 6. Moins 9. Moins 9. 9 fois 9. Il faut faire attention ici que le courant électrique est dangereux pour l'être humain. Donc, 50 milliampères, il peut être mortel. Donc, 50 milliampères, c'est un courant très faible, mais il peut perturber le fonctionnement du cœur, donc il peut provoquer un arrêt cardiaque facilement. Donc, lorsque vous manipulez les circuits électriques, donc vous allez c'est-à-dire manipuler les tensions de 110 volts et des ampérages qui peuvent aller jusqu'à 10 ampères. Donc, il faut faire attention de ne pas toucher les fils électriques et de prendre les précautions nécessaires pour être sain et sauf. Ensuite, on a donc la représentation du courant. Donc, on a dit qu'il passe du positif vers le négatif. Lorsqu'il est du positif vers le négatif, donc il a le plus. Et lorsqu'il est du négatif vers le positif, il est en moins. Quand est-ce que le courant circule du négatif vers le positif? Vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? On a deux situations. Donc, la première, le courant circule du positif vers le négatif, donc il a le plus. Et dans une autre situation, il passe du négatif vers le positif. Il a le moins ici. Donc, dans quel cas, on va l'utiliser, le sens du courant, il va du négatif vers le positif. Vous avez tous cette application dans les équipements que vous possédez. Benjamin Terrien a dit courant alternatif. Courant alternatif, non, mais ici on est dans un courant continu. Donc ici, lorsque vous utilisez votre cellulaire, vous avez une batterie. Et dans la batterie, donc le courant il va circuler du positif vers le négatif. Lorsque la batterie s'épuise, vous allez le mettre sur le chargeur. Et qu'est-ce qui se passe dans le chargeur? Vous inversez le courant. Donc le courant il va circuler du négatif vers le positif pour charger votre batterie. Donc ça c'est pour consommer. Et ça c'est pour charger votre batterie. Et dans ce cas-là, donc on inverse le courant pour qu'on puisse charger la batterie. On mesure avec quoi l'intensité du courant? On la mesure avec un ampère-mètre. Donc un équipement comme celui-là. Ça c'est un multimètre, c'est pas un ampère-mètre. Ça, c'est un multimètre où on peut choisir la grandeur à mesurer, donc l'ampère, le volt, l'ohm. Donc, il est il peut faire plusieurs mesures à la fois. Donc, on utilise le multimètre ou bien l'ampère-mètre pour mesurer le courant électrique. L'ampère-mètre, il a un symbole, un cercle avec la lettre A. Et il se branche en série avec le circuit. Donc, on voit ici un circuit constitué d'une batterie et on a une lampe, un moteur, une résistance. Donc, il y a un courant qui va circuler ici et qui va traverser l'ampère-mètre. Donc ça, c'est un ampère-mètre.
Comment il est placé? Il est placé en série, c'est-à-dire le composant. Donc, j'ai la batterie, ensuite je trouve l'ampèremètre, ensuite les différentes charges. Ça veut dire le fil ici qui est relié, il relie le. Monsieur, on ne vous entend pas. Monsieur, l'erreur dans cette pour prendre les mesures d'un courant électrique. Donc, dans un circuit, on mesure le courant électrique avec un multimètre et le multimètre doit être placé en série avec la charge. On ne fait jamais la mesure de l'ampérage ou bien du courant électrique en parallèle. Donc, on ne peut pas mettre l'ampèremètre en parallèle comme ça avec la charge parce que la résistance ici, la résistance interne du l'ampèremètre R est presque zéro. Elle est presque zéro. Et lorsque la résistance ici, elle est zéro, le courant, il va tout passer par ici. Donc, aucun courant qui va passer par ici. Et le courant ici, il va être très fort, très grand. Parce que c'est un court-circuit. On va provoquer un court-circuit. Donc, si on mesure le courant électrique en parallèle avec la charge, on va provoquer un courant très fort qui va c'est-à-dire circuler à travers l'ampèremètre et qui peut c'est-à-dire détruire votre circuit ou bien l'ampèremètre qui va tomber en panne. Donc généralement les ampèremètres sont dotés de fusibles contre les surtensions ou bien les surintensités qui va protéger l'ampèremètre pour c'est-à-dire contre les courts-circuits. Est-ce que vous avez compris ici? Parce que c'est important ça, vous allez faire des erreurs pendant le laboratoire. Monsieur, je ne suis pas sûr Ok, donc, ça veut dire, si on met l'ampèremètre au côté où ne sont pas les résistances et tout ça, tout le courant se va diriger sur l'ampèremètre, c'est ça? Oui. Ok. Parce que le courant est finiant. Il va choisir le chemin le plus simple. Plus simple, ok. D'accord? Donc ici, il y a une résistance, par exemple, sur le schéma. On a une résistance, on a un moteur, on a une lampe. Et chacun d'eux, il a une résistance. Ça veut dire que pour que le courant passe ici, il faut qu'il fournisse un peu plus d'effort. Mais ici, le chemin est libre. Donc, pourquoi il se casse la tête de passer ici? Donc, il va passer ici. Et comme ici, la résistance, elle est presque zéro. Oui. Donc, il va y avoir un courant très fort. OK. Bon, on n'a pas encore arrivé à comment ça s'appelle, à la loi d'Ohm, mais on peut la faire quand même. On a la loi d'Ohm qui dit que la tension est égale à RI. Donc, la tension ici, si on prend, c'est la tension de la batterie, est égale à la résistance, par exemple, de l'ampèremètre fois le courant qui va passer. Donc, le courant qui va passer égale à V sur R. Maintenant, si R va tendre à 0, ça à quoi est égal? À rien. Non, il vaut quelque chose. À 0? Non. Monsieur? L'infini. L'infini. Donc, quelque chose sur 0, c'est l'infini.
parce qu'ici, il ne va pas égal à 0, mais il tend vers 0. Donc, le courant, il va être très grand. OK. Et donc, le courant, lorsqu'il va être très grand, il va détruire mon circuit. OK. Et c'est pour ça l'ampèremètre, il va être doté d'un fusible. Donc, il y a des fusibles qui vont protéger l'ampèremètre. Lorsqu'il y a un passage de courant très fort, par exemple, qui dépasse 10 ampères, par exemple, le circuit il va se couper ici. Donc, il y a un fil électrique ici qui va se couper pour empêcher le passage du courant électrique. C'est bon? Est-ce que vous avez compris comment brancher le circuit? Ouais. Donc, si vous avez un circuit au laboratoire, vous avez un exemple. J'ai celui-là. J'ai fait le montage de ce circuit. Donc, j'ai R1, R2, R3. Et je veux mesurer le courant qui circule ici. Le I qui circule ici. Qu'est-ce que je dois faire? Pour insérer l'ampèremètre ou le multimètre, qu'est-ce que je dois faire? Le circuit, il est comme ça, il est déjà fonctionnel. Et je veux mesurer le courant électrique. Ici, à ce point-là. Donc, je vais faire... On va couper le fil. Enlever le fil, couper le fil. C'est ça. Il faut couper le fil ici. Il faut insérer l'ampèremètre. Donc, ici, de la sortie de la résistance R1, je vais insérer mon ampèremètre. Et la sortie de l'ampèremètre, je vais la relier au reste du circuit. Donc, il ne faut jamais, par exemple, c'est ça l'ancien circuit, il ne faut jamais mettre ça. Directement, vous mettez l'ampèremètre entre ces deux points-là. Donc, ça, c'est un court-circuit. Donc, il faut enlever le fil, couper le fil, et à partir de la résistance R1, vous prenez un fil vers l'ampèremètre, par exemple, et de l'ampèremètre, vous allez, la sortie de l'ampèremètre, vous allez la connecter au reste du circuit. C'est important. OK. Maintenant, on va voir la loi des nœuds. La loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle dit pour un courant électrique? Un nœud, c'est quoi? Un nœud, c'est le point de connexion de plusieurs fils. Par exemple, ici. Donc, ça, c'est un nœud. On a un courant E total qui est délivré par la tension. Et au nœud, le courant va se diviser en trois courants, trois petits courants. Aujourd'hui, l'Internet, les camions qui passent, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Donc, au nœud, on définit le nœud. Le nœud, c'est l'intersection ou bien de connexion des fils, d'accord, électriques. Donc, ça, c'est un nœud. La loi des nœuds, qu'est-ce qu'elle dit? La somme des courants dans un nœud égale à 0. Les courants entrants égale aux courants sortants. Donc, ici, le I, c'est ce I-là, égale à la somme des courants qui vont sortir. Donc, le courant I, il entre, c'est-à-dire dans le nœud, et le I1, I2 et I3, ils vont sortir. Donc, le courant d'entrée égale au courant de sortie. Ou bien, on peut dire la somme des courants égale à 0. DI, le II, I varie de 0 jusqu'à l'infini, égale à 0. On tient compte c'est-à-dire du sens du courant. Donc, on va prendre
Le sens positif, c'est les courants qui rentrent. Donc, je vais mettre I moins, donc il sort, moins I1, moins I2, moins I3, égal à 0. Donc, c'est la même formule, c'est juste que j'ai déplacé les termes de l'autre côté. Mais de manière générale, la somme des courants est égale à 0 dans un nœud. Donc, ça, c'est la loi de nœud. Est-ce que vous avez compris? La loi de nœud, c'est la somme des courants égale à 0. C'est quoi un nœud? C'est l'intersection ou bien la connexion de plusieurs fils ensemble. Donc, c'est... Donc, monsieur? On a dit qu'on a défini au début les conducteurs, les résistants, les matériaux qui résistent et qui, on a ou bien les isolants et on a les semi-conducteurs, les supraconducteurs. Donc, on va essayer d'étudier les résistances. C'est le but de notre cours pour manipuler ce composant-là, nous permet de manipuler les courants électriques et les tensions, donc pour former c'est-à-dire un circuit électrique qui fait une fonction bien déterminée. Donc, la résistance est un composant donc, qui a c'est-à-dire un matériau qui a des propriétés qui résistent ou bien qui s'opposent au passage des électrons. Et le passage des électrons à travers la résistance et peut dégager une chaleur aussi. Donc, l'interaction des électrons avec les atomes de la résistance va provoquer un échauffement. Donc, c'est pour ça que dans certains cas, on peut c'est-à-dire toucher une résistance qui est parcourue par un courant, donc on va sentir la chaleur. Le même principe qui est utilisé pour les plaintes de chauffage à la maison, donc c'est une résistance électrique. Et lorsque le courant passe par cette résistance-là, elle va dégager la chaleur donc, pour chauffer votre maison ou bien votre local. Le symbole de la résistance normalisée, il est sous cette forme-là et on peut les trouver aussi dans les circuits de cette forme-là. Donc, on a les deux. Mais le normalisé, c'est celui-là qu'on utilise souvent dans les circuits normalisés. Le ohm, donc, c'est l'unité de mesure de la résistance. Donc, comme on a vu pour l'ampère, c'est l'unité de mesure du courant. Le volt, c'est l'unité de mesure de volt, plutôt de tension. Et le courant pour la mesure de charge. L'ohm, il est utilisé pour la mesure de la résistance d'un matériau. Et le 1 ohm est égal à 1 volt sur 1 ampère. 1 volt sur 1 ampère, et il vient d'où? Donc, il vient de la loi d'Ohm qu'on va voir un peu plus loin. V est égal R fois I. La formule qu'on a vue tout à l'heure pour l'exemple de tout à l'heure. V est égal à RI. Donc, la résistance, à quoi est égale? Est égale à la tension appliquée sur la résistance que divise le courant. Ce qui donne ici le volt. Donc, la tension, c'est en volt, 1 volt. Et ici, le courant, il est en ampères. Donc, ce qui nous donne le ohm est égal à 1 volt sur 1 ampère. Donc, l'unité, elle vient de la loi d'Ohm, donc V est égal à RI. Donc, la résistance fois le courant électrique. Et on a des multiples et des sous-multiples, bien sûr. Bon, généralement, dans la résistance, on utilise les multiples. On n'a pas des sous-multiples.
contrairement à la tension ou bien au courant électrique, on a des seuils multiples. Donc ici, on a le kilo-ohm qui est égal à 10 à la puissance 3 ohm, et on a le méga-ohm qui est égal à 10 à la puissance 6 ohm. Donc il faut faire attention à ces unités-là et à leur utilisation lors c'est-à-dire des calculs ou des exercices que vous allez faire. On a la conductance, donc c'est une propriété aussi du matériau et qui est égale, on peut mesurer la résistance en fonction de G, c'est la conductance, et la conductance est égale à l'inverse de la résistance, donc elle est égale à 1 sur R, c'est l'inverse de la résistance. Et elle est mesurée en Siemens. Donc on a la résistance, elle est mesurée en ohms, et on a la conductance qui est l'inverse de la résistance et elle est mesurée en Siemens. Donc S qui est égal à 1 sur 1 ohm. Donc on arrive ici à la loi d'Ohm. Donc une résistance, lorsqu'elle est parcourue par un courant électrique, donc on a ici une résistance parcourue par un courant électrique. On a dit qu'il y a une tension qui va apparaître au bord de cette résistance parce que les charges vont s'accumuler ici plus qu'ici et ici je vais avoir une tension V. Donc Ohm, il a déterminé la relation qui relie la tension, la résistance et le courant par cette formule-là. Donc, cette formule-là, c'est la loi d'Ohm qui va vous permettre de l'utiliser pour résoudre les circuits électriques jusqu'à la fin de votre carrière. Donc, la tension, la loi d'Ohm me dit que R est égal, plutôt V est égal à RI. Et la tension ici, on a dit que c'est une différence de potentiel. Donc, si j'ai deux points A et B, la tension de 6 volts au bornes de cette lampe-là, elle vient de la tension ici, moins la tension au point B. Donc, la tension au point A moins la tension au point B. Donc, qui est égal à UAB, donc la tension entre les deux points, égale à VA moins VB. Donc, c'est la tension entre les deux points. Parce que ici, il se peut que, ici, par exemple, j'ai 12 volts, et ici, j'ai 6 volts. Et la différence de tension entre le point A et B, il va me donner 6 volts. Et il se peut que j'ai ici 6 volts et ici 0 volts. Et la différence de potentiel entre le point A et le B, il va me donner 6 volts. Donc, il ne faut pas toujours croire que toujours la référence elle est à 0. Il peut y avoir une tension au point B. Et pour calculer la différence de tension, donc il faut connaître la tension au point A et la tension au point B. Généralement, la tension, elle est référée par, c'est-à-dire la masse, elle est référée par un symbole qui indique le 0 volt sur le schéma, donc sur le schéma électrique. Donc, je peux faire le moins ici, le 0 volt, schématiquement comme ça, pour indiquer la masse, qui est la référence de 0 volt. Aussi, on peut avoir la Terre, donc un symbole pour la Terre, c'est-à-dire, c'est quoi la Terre ici? Votre circuit, par exemple,
d'alimentation de votre machine à laver, de votre cuisinière ou des autres équipements de la maison, ils sont reliés à la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on prend ça, c'est le circuit de la cuisinière ou bien de la machine à laver. Et ici, c'est la carcasse, c'est-à-dire le métal qui couvre votre machine à laver. Et supposons que accidentellement ou avec le vieillissement, ce point ou bien ce fil-là, il se met en contact avec la carcasse. Quand vous mettez la main ici sur le métal, qu'est-ce qui se passe? Vous allez être électrocuté. Donc, il y aura un passage d'un courant électrique ici vers le métal extérieur. Il va vous traverser et vous allez sentir un choc électrique. Donc, pour protéger les utilisateurs des équipements, etc., contre ce genre de situation, on va relier le métal ici, ou bien vers la terre. Donc, ici, vers un fil qui va être creusé dans la terre et qui va les relier. Et dans ce cas-là, s'il y a un courant de fuite sur le métal de la machine à laver, il va se diriger vers la terre au lieu qu'il vous traverse. Donc, si vous mettez la main sur la cuisinière ou bien la machine à laver, le courant il va choisir le chemin le plus simple. Et le plus simple, c'est d'aller vers la terre, ça parce que c'est un court-circuit franc vers la terre. Et vous avez une résistance. Vous avez une résistance de quelques ohms. Donc, vous allez être protégé. Donc, c'est ça le but de la terre. Il ne rentre pas dans le fonctionnement du circuit, mais il protège l'installation contre les chocs électriques. Par contre, la masse ici, la masse c'est la référence. Si la masse ici n'est pas reliée, le circuit ne peut pas fonctionner. Donc, on ne peut pas avoir un circuit fermé, donc on ne peut pas avoir un courant électrique qui va circuler. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous connaissez maintenant la différence entre la masse et entre la Terre? Donc, monsieur. Pardon? Monsieur, donc la masse électrique, ça équivaut à 0 volts. Oui. Et la terre électrique, c'est comme s'il y a un choc électrique, le courant, ça va se diriger vers la terre, c'est ça? C'est ça. Pour protéger. Okay. Oui. Donc, tu as résumé les choses. Donc, la terre, c'est juste pour la protection. Donc, elle joue un rôle de protection des circuits, des installations pour éviter les chocs électriques. Maintenant, pour la masse, c'est le moins ici, c'est la référence. Donc, s'il y a une coupure ici, le circuit ne va pas fonctionner. Donc, il faut qu'on relaie la masse. Des fois, on a plusieurs circuits ici et qui sont alimentés par la même batterie. La même batterie. Donc, si je relie ici et je relie celui-là et celui-là, je le relie comme ça veut dire que celui-là, il n'est pas relié au 0 volt. J'ai une tension ici, qui est le 6 volts par exemple, mais ici, j'ai la référence, elle n'est pas. Ici, je n'ai pas le 0 volt. J'ai ici le 6 volts, mais ici, non. Celui-là, il va fonctionner, mais celui-là, il ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas relié à la masse. Donc, je peux faire une masse ici commune qui va relier les deux circuits, ou bien les trois, ou peu n'importe le nombre. OK. Donc, ça, on l'a défini un peu avant.
qu'on appelle de perdre un peu de temps. Donc, c'est la même chose pour les différentes tensions en termes de points, etc. On passe à la mesure de la tension. La tension, comme le courant électrique, il est mesuré avec un voltmètre. Donc, le courant électrique, ici, on mesure le courant avec un ampèremètre. Le voltmètre, on mesure la tension, donc V. On voit ici que le voltmètre, il est en parallèle avec la charge, avec la résistance, avec l'intercharge. Donc, je place en parallèle. Donc, on mesure la tension par un voltmètre ou bien un multimètre, comme celui-là. Et on le met en parallèle avec la charge. Est-ce qu'on ouvre ici le circuit pour mettre le voltmètre? Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Comment on va placer le voltmètre? En parallèle. En parallèle, ça veut dire quoi en parallèle? Est-ce que je vais ouvrir le circuit et je coupe le circuit ici pour le mettre ou non? Non, on ne coupe pas le circuit. Ok, donc ici, on ne coupe pas le circuit. Donc, juste un contact ici, un contact ici. Le plus, par exemple, ici, le moins ici. Et je mesure la tension sans problème. Par contre, ici, oui, si le circuit était comme ça, donc je dois couper ici, mettre la connexion, couper ici et mettre ici. Donc, pour que le circuit vienne de cette façon. Donc, c'est important de connaître comment l'ampèremètre et le voltmètre doivent être branchés. Comme pour les unités, comme tous les autres unités, donc il y a les multiples et les sous-multiples de l'unité. Donc, on a le kilovolt qui est égal à 10 à la puissance 3 volts. Donc, ça, c'est pas 103, c'est 10 à la puissance 3. Et on a le millivolt et le microvolt, donc la même chose pour le même principe qui se répète. Donc le kilo, c'est 10 à la puissance 3, le milli, 10 à la puissance moins 3, le micro, 10 à la puissance moins 6. Ensuite, vous faites c'est-à-dire la conversion qu'il faut. Donc, on a vu la tension, on a vu le courant électrique. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous manque? On dit que c'est-à-dire telle machine consomme telle puissance. Donc, on a le terme de puissance, c'est-à-dire pour faire un travail, pour un moteur électrique, il va fournir un travail, et ce travail-là, il est alimenté par une tension et un courant électrique. Donc, lorsque je branche la prise, je branche les fils électriques et les fils électriques, ils vont me donner une tension, donc 220, 120, 380 volts, et un courant de 10, 15, 20 ampères. Mais moi, je fournis un travail, je fournis une puissance au moteur. La puissance, elle va être calculée par la multiplication des deux paramètres d'alimentation. Donc, la puissance P égale à la tension fois I. Donc, en multipliant la tension et le courant, j'obtiens la puissance du moteur, la puissance électrique fournie au circuit quelconque. Donc, elle est donnée par la formule. Et l'unité de mesure, c'est le watt. Donc, l'unité de mesure de la puissance, c'est le watt.
Maintenant, on va voir une autre loi qui va nous permettre d'analyser les circuits. Donc, on a vu la loi des nœuds. On va revenir là-dessus dans le troisième cours à peu près. Mais juste, on va, puisqu'on aborde le courant électrique, donc on essaye d'introduire un petit peu la loi des nœuds. Et comme on parle de la tension, et, on va essayer d'introduire une autre loi qui est la loi des mailles. Donc, on parle de la loi des mailles. Qu'est-ce qu'elle dit, cette loi? Donc, si on prend par exemple le circuit qui est ici, on a la maille, c'est un circuit fermé composé c'est-à-dire de composants électroniques. Ici, on peut avoir combien de circuits fermés qui peuvent former une maille. Donc, on a le A, B, E. Donc, cette maille-là, c'est un circuit fermé. On a celle-là, ce circuit. Et le deuxième, et le troisième plutôt. C'est le tout. C'est le tout. Très bien. Donc, on a trois mailles. Donc, je peux prendre l'alimentation, la lampe, cette résistance, et je reviens au point de départ. Ou bien je prends ce chemin et je reviens, ou bien je prends ce chemin et je reviens. Donc, ça, c'est la définition d'une maille. Donc, je peux avoir 3 mailles dans ce circuit-là. Et la loi des mailles, qu'est-ce qu'elle dit? Si on prend le circuit, c'est la somme des tensions dans une maille égale à 0. Donc, dans la loi des nœuds, on a la somme des courants égale à 0. Dans la loi des mailles, c'est la somme des tensions qui est égale à 0. Et si je prends cette maille-là, donc j'ai la tension U UAE plus la tension AB plus la tension BE est égale à 0. Et si j'ai un inconnu, par exemple, la résistance, attention, la résistance ou bien, je peux la calculer à partir de cette formule-là. Donc, c'est quoi ces formules-là? Ils vont nous permettre de faire le dimensionnement, calculer les résistances, les tensions inconnues, etc. Donc, c'est pour ça que là, ces deux lois-là, c'est la loi de Kirchhoff. Donc, la première loi, c'est la somme des courants, c'est la loi des nœuds, on appelle ça la loi des nœuds, c'est la somme des courants égale à 0. Et on a la loi des mailles qu'on est en train de voir, c'est la somme des tensions qui est égale à 0. Et leur application, on va le voir, l'essentiel, c'est une introduction pour que vous puissiez la comprendre petit à petit. Donc là, on va définir la loi des mailles. C'est quoi une maille? C'est un circuit fermé composé de composants électroniques. Donc, je peux avoir dans ce circuit 3 mailles. Donc, 1, 2, 3. Et à partir des 3 mailles, je peux former 3 équations comme ça, donc qui ressemblent à ça. Et à partir de ces équations-là, je peux, je ne sais pas, calculer des résistances, calculer des tensions, des courants, etc. La même chose ici, pour la somme des courants, je peux avoir ce nœud. Donc, ça, c'est un nœud. Ça, c'est un nœud. Est-ce que celui-là, c'est un nœud? Non. Non. Donc, il faut avoir plus que 2 connexions ici. Donc, il faut avoir une intersection. Ici, c'est la même chose. Donc, c'est la même continuité. Donc, il n'y a pas de nœud, il n'y a pas de divergence, il n'y a pas de convergence de courant vers le point de connexion. Mais ici, oui, le courant ici qui vient de
de l'alimentation, il va se diviser en deux. Donc, il va venir une partie qui va venir ici et une partie qui va venir ici. Ça, c'est un nœud. Ici, la même chose. On a un nœud, donc le courant qui va entrer dans l'alimentation, et c'est la somme des deux courants qui viennent des deux résistances. Donc, ça, c'est un nœud. Donc, ici, j'ai deux nœuds et ici, j'ai deux nœuds et 3 mailles. Ça va? Monsieur? Oui. Pour le symbole de la tension, c'est V et U, parce que vous avez mis U et V pour... Oui. Pour le symbole de la tension, il n'y a pas consensus sur l'utilisation. Donc, dans des livres, on va trouver V, dans d'autres U, il n'y a pas vraiment de consensus. Donc, si vous mettez U, c'est correct. Si vous mettez V, c'est correct. Ok, merci. Monsieur, Oui. je ne comprends pas pourquoi ça doit être égal à 0. La somme des mailles. Ok. Est-ce que tu as compris la loi des nœuds, c'est-à-dire la somme du courant égale à 0? Non, et c'est là non plus. Non, oui. Non, j'ai pas compris celle de... Non, on va commencer par la plus simple. C'est la même chose. Si tu comprends la loi des nœuds, tu vas comprendre la loi des mailles, parce que la loi des mailles, ça demande un petit peu de... Donc, on a dit que ça, c'est un nœud. Oui. L'alimentation, elle va délivrer un courant I total. Donc, on va l'appeler I majuscule, ou bien I, tout court. Il arrive ici, donc il va traverser, ça c'est un symbole de lampe. Donc, il va traverser la lampe, ce composant-là, et c'est le même courant. Donc, il n'y a pas de déviation, il n'y a pas de division de courant ici. Donc, c'est le même courant qui délivre ici, c'est le même courant qui est ici. Lorsqu'il arrive au nœud ici, il va trouver deux chemins. Ouais. Ici, il va se diviser en deux. Il va se diviser en I1. Ouais. Il va se diviser en I2. Le I1 et le I2, il dépend de la résistance du circuit. Comme j'ai dit, le courant le plus court, le moins résistant. Ouais. Donc, en fonction de la résistance ici, cette résistance-là et celle-là, et la valeur de cette résistance, il va se diviser. Et la division ici, c'est-à-dire le courant I qui rentre au nœud égal au courant. Donc, il n'y a pas de perte ici de courant. Il va se diviser en deux. Il est égal à 1 I1 plus I2. Ici, tu as compris, normalement. Oui. Donc, le courant qui vient ici, il va se diviser en deux, il va se partager en deux, et il va devenir I1 plus I2. Le I1 et le I2, ils dépendent des valeurs des résistances ou bien des composants qui constituent chaque branche. Oui. Donc, ça, c'est une branche, et ça, c'est une branche. Donc, la branche I1, si on peut dire, elle est constituée de 3 résistances, et celle-là, elle est constituée d'une résistance. Mais on ne sait pas leur valeur. Il se peut que la valeur de cette résistance, elle est supérieure à la somme des 3 résistances, et dans ce cas, le courant I2, il va être supérieur à I1, ainsi de suite, et vice-versa. Okay. Donc, la somme, le courant entrant est égal au courant sortant. Si je viens ici avec cette formule-là, le courant qui rentre au nœud est égal au courant qui sort du nœud. Et si je mets c'est-à-dire le courant de l'autre côté, je vais avoir, sans se préoccuper c'est-à-dire du moins ou du plus, je peux écrire la somme des courants I égale à 0. Donc, je vais ramener les deux termes de l'autre côté. Et
avec cette formule-là, donc la somme du Coran est égale à 0. Donc, si je veux la traduire, I, je vais prendre le sens positif, c'est le sens qui rentre au nœud. Et le sens négatif, c'est celui qui sort. Ou vice-versa. Donc, ça ne gêne pas. Donc, elle va respecter toujours la règle. Donc, ici, c'est pour juste revenir à cette formule-là. Donc, I, c'est le Coran qui rentre. Moins le Coran qui sort, I1, moins le Coran qui sort, I2. Égal à 0. Ok. Parce qu'il y a une conservation de Coran ici, il n'y a pas de perte. Donc le Coran qui rentre est égal au Coran qui sort. Et donc, lorsque je fais la somme ouais. algébrique, quand je fais la somme algébrique, je vais trouver 0. Ok. Donc, ça veut dire on fait ça pour voir qu'il n'y a pas de changement de tension, c'est ça? Non. Non. C'est une loi qui va me permettre d'analyser un circuit, le comportement d'un circuit électrique. Il peut aussi me permettre de dimensionner les résistances ici. D'accord? Dans un circuit, je peux, à partir de cette formule-là, par exemple, si j'ai la résistance ici, cette résistance-là, elle est connue, par exemple. Ou bien l'inverse, les résistances ici sont connues, mais cette résistance, elle n'est pas connue. Donc, en mesurant ici le Coran délivré par la tension, il est connu. Celui-là, il est connu. Par exemple, le I1, il est connu. Et je cherche le Coran qui va passer ici. Ok. Donc, à partir de cette formule-là, je peux calculer I2. Et quand je connais I2, je peux appliquer la loi d'Ohm qui est égale à RI2, par exemple, pour connaître la tension. Okay. Et je peux calculer pas mal d'inconnus. Donc, je peux calculer la résistance, je peux calculer la tension, le courant dans une autre branche, ainsi de suite. Donc, l'application, on va la voir après. Donc, le plus important maintenant, c'est de comprendre c'est quoi. C'est-à-dire, la loi de nœud, c'est la somme des courants algébriques au niveau d'un nœud égale à 0. C'est quoi la somme? Ça veut dire le courant qui rentre au nœud égale au courant qui sort. Vous retenez cette formule-là. La loi d'Émail, c'est la somme des tensions. On va manipuler des tensions. Donc, on va raisonner pas avec les nœuds, mais avec les mailles. La maille, on a dit que c'est un circuit fermé composé de composants. Okay. Monsieur? Oui. Le truc que je ne comprends pas, c'est qu'en haut, à droite, vous avez mis la somme des courants égale 0, puis en bas, avec I moins I1 moins I2, c'est pas une soustraction? Oui, j'ai dit c'est la somme algébrique. Donc, on ne tient pas compte du moins ici. Donc, la somme algébrique, ça veut dire plus ou moins, peu n'importe. Ensuite, lorsqu'on va la traduire au niveau du nœud, on va choisir le sens. Donc, si le courant, je peux mettre par exemple ici plus, donc touche des plus, c'est la somme. Ensuite, je vais faire le signe ici. Donc, les courants qui rentrent au nœud, il a un plus, mais qui sort, c'est-à-dire je vais changer le signe ici. Et je vais avoir I1, I, c'est le courant qui rentre, moins I1, moins I2 égale à 0. Est-ce que vous avez compris? Pas vraiment, monsieur. OK. J'ai dit, ici, c'est la somme algébrique. On ne tient pas compte du signe. Le signe, on va le tenir compte pour déterminer, c'est-à-dire les courants qui rentrent et les courants qui sortent. Ou bien, donc, pour ne pas vous faire c'est-à-dire la confusion, vous allez faire la somme des courants entrants pour vous simplifier la vie. On va mettre E entrant égale à la somme des courants sortants. Ça vous va comme ça? Je vous entends pas bien. Vous m'entendez?
vous entend. OK. Donc, la somme des courants entrants, donc les courants qui vont entrer dans le nœud, égale à la somme des courants qui vont sortir. Et lorsque je fais passer les courants sortants vers de l'autre côté, je vais avoir le moins. Donc, je vais inclure le moins. Donc, je vais faire la somme des courants entrants moins la somme des courants sortants égale à 0. Donc, c'est ce qui, on revient à la même description. Donc, si je mets, je tiens pas compte de signe, je vais mettre directement la somme des courants égale à 0. Mais il faut que la somme ici, c'est la somme algébrique. Donc, il faut tenir compte du signe du courant. Ça va? Merci. Tu as compris? Ouais. OK, good. D'autres questions? Il ne faut pas c'est-à-dire, pour ces deux lois, on va les voir en détail, parce que je les cité ici pour que vous puissiez les comprendre petit à petit, parce qu'on va y avoir la loi de Kirchhoff, les lois des nœuds après, avec des exercices, et vous allez comprendre très très bien. Ici, puisqu'on parle des tensions, donc j'ai voulu citer la loi d'Emaille, et quand j'ai parlé des courants, parce que ça va concerner la loi des nœuds, et c'est pour ça que j'ai cité les deux lois. Et comme ça, vous pouvez c'est-à-dire avoir une idée sur ces lois-là. Et lorsqu'on arrive à l'application, ça va être plus facile pour vous de comprendre le fonctionnement. OK. Bon. On ne va pas trop tarder ici. Donc, c'est de la même manière qu'on a fait pour les nœuds. Si on prend un circuit fermé ici, donc la somme des tensions aux bornes de ce circuit-là est égale à 0. Donc, on a fait AB, UBE, ensuite UAE égale à 0. Et en fonction de ce qu'on veut chercher, de ce qu'on veut calculer, donc on peut utiliser ces équations-là pour résoudre nos problèmes. Donc, on ne va pas essayer de faire plus de détails ici, parce qu'on va y revenir avec des exercices. Donc, vous avez des exercices à faire, le 5, page 25, et le 6, page 26. Et donc, ça va? Des questions? Des questions? Vous êtes toujours là? Oui, on est toujours là. Ah, parce que je vois personne. C'était quelle page encore pour le devoir? J'ai dit la page 5, page 25, l'exercice 5. Et l'exercice 6, page 23. Mais est-ce que ceci, c'est pour la semaine prochaine? Oui. OK. Moi, je croyais qu'on a terminé ce chapitre et je croyais que je vous ai donné les exercices, mais j'ai mélangé avec un autre groupe. Donc, et aussi, monsieur, de session un peu difficile, oui. Les exercices se trouvent dans le manuel qu'on devait acheter, c'est ça? Oui. OK. OK, d'accord. Est-ce que vous l'avez tous? Non, vous n'avez pas encore acheté. Oh, oui, monsieur. Pourquoi il est dans le... Pas d'argent. Ils n'ont pas de subvention, donc peuvent le prêter de la bibliothèque. Question? Est-ce que vous avez une question? Non, monsieur. Papa, j'ai une question. Papa, j'ai une question.
Ah, oui. Exercice 5, on le fait aujourd'hui. Et le 6, c'est pour la semaine prochaine ou est-ce qu'on fait tous les deux aujourd'hui? Pour les exercices qui Non, sont... on va faire le 5 aujourd'hui. D'accord, merci. Et le 6, c'est pour la prochaine fois? Oui. D'accord, merci. Monsieur, juste pour vérifier, l'exercice 5, c'est-tu effectuer les additions-soustractions? L'exercice 5, c'est effectuer les additions soustractions suivantes. Oui. 470 nano, etc., etc. Ok, parfait. Merci. Bienvenue. Laissez l'exercice 5, on va faire l'exercice qui est affiché. Vous le faites à la maison, donc le 5 et le 6, vous allez le faire à la maison la prochaine fois. Maintenant, essayez de voir l'addition, donc on va faire juste l'addition. 4 milliampères plus 50 milliampères, à quoi égale le résultat en milliampères. Donc, je vais choisir quelqu'un dans une minute. Donc ici, on va voir les circuits élémentaires. Le plus simple, il est composé d'une source, donc une batterie,
un interrupteur et une lampe. Pourquoi l'interrupteur? Il va nous permettre de contrôler la lampe, donc pour l'allumer lorsqu'on veut. Et non pas, c'est-à-dire si je mets la batterie sans interrupteur, donc la lampe elle va s'allumer directement en continu et j'ai pas le contrôle sur cette lampe-là. Et c'est-à-dire que je puisse contrôler mon circuit, je l'alimente c'est-à-dire quand je veux, donc je vais introduire un interrupteur qui va me permettre de couper le courant sur la lampe quand je veux. Et les interrupteurs ici, on va trouver qu'il existe plusieurs c'est-à-dire types selon les types c'est-à-dire de connexion. On peut voir par exemple des simple pole, simple contact. Donc on a juste un contact et on a un pôle ici qu'on peut connecter et un seul contact qui va se fermer. Donc je peux avoir un seul contact ici. Par contre ici j'ai un simple pôle, donc j'ai un simple entrée mais un double contact. Donc l'interrupteur lorsqu'il se ferme, il va se mettre en contact avec celui-là et lorsqu'il s'ouvre, il va se mettre en contact avec celui-là. On appelle ça simple pole double contact. Donc SP, ST, SP, DT. Donc c'est l'abrégé, donc les termes abrégés de simple pole double contact. Ensuite ici on a double pole et double contact. Donc chaque c'est-à-dire contact il a deux sorties. Ici j'ai deux entrées et deux sorties. Ici j'ai une entrée, deux sorties. Ici j'ai une entrée, une sortie. Donc la même chose ici. Ici j'ai un double pole mais un simple contact. Parce que j'ai deux entrées, mais je peux avoir le même, c'est-à-dire la même sortie, donc un seul contact qui va être fermé à la fois. Ensuite, on a les contacts qui peuvent être représentés normalement fermés au repos et normalement ouverts au repos. Il y a d'autres symboles pour les contacts. Donc, je peux avoir des contacts comme ça, qui sont ouverts au repos, plutôt fermés au repos, donc avec une barre comme ça. Et pour normalement ouverts au repos, je peux avoir des contacts qui sont comme ça. Donc ces contacts-là, c'est la norme CEI qui va nous permettre aussi de faire la programmation ladder pour les circuits électriques, donc pour le contrôle et pour aussi faire la logique câblée de la commande des systèmes automatisés. Donc, essaye de familiariser avec ces contacts. Donc, pour le simple pôle, simple contact, simple pôle, double contact, double pôle, double contact, ainsi de suite. La même chose pour les contacts normalement fermés au repos et les contacts normalement ouverts au repos. La différence, c'est que normalement, ça veut dire si je ne touche pas le bouton poussoir ou le contact, à l'état de repos, il est fermé ou bien ouvert. Donc, dans ce cas-là, il est fermé et dans ce cas-là, il est ouvert. Quand j'appuie sur celui-là, donc, je vais faire l'action et je vais fermer ici le contact. Donc, le contact il va se fermer. Et dans ce cas-là, quand j'appuie sur le bouton, le contact il va s'ouvrir. Donc, je vais ouvrir le contact ici. Ici, je vais le fermer. On a les boutons poussoirs qu'on va trouver pour manœuvrer c'est-à-dire les commandes des machines, des systèmes automatisés. Et on a plusieurs types de boutons. Donc, on a le bouton poussoir normalement ouvert au repos, la même chose, donc la même philosophie
Lorsque j'appuie sur le bouton, il va se fermer. Et on a les boutons normalement fermés au repos. Lorsque j'appuie sur le bouton, il va s'ouvrir. Ensuite, on a les commutateurs aussi. Un commutateur qui a deux positions, trois positions. Deux positions, donc je vais sélectionner, c'est-à-dire fermé, ouvert, ou bien deux positions. Donc je vais fermer deux contacts en même temps. Donc ça, c'est les composants qu'on trouve dans les circuits électriques pour contrôler notre circuit. L'autre composant le plus important de notre cours, c'est bien la résistance électrique qu'on a dit. Donc elle est mesurée en ohms, comme on a vu les unités qu'on a manipulées tout à l'heure. Et on a dit qu'elle s'oppose au déplacement des électrons. Donc on peut la simuler à un passage d'un conducteur, c'est-à-dire un rétrécissement qui va permettre de freiner le passage des électrons. Et on voit ici que la concentration elle est moins élevée qu'ici. Donc ce qui donne une tension au banc de ce rétrécissement, une tension V. Donc on peut l'analogie avec l'hydraulique, donc un rétrécissement de la tuyauterie qui va réduire le débit qui va passer dans la tuyauterie. Donc, c'est ce qu'on a expliqué au premier cours. Maintenant, c'est-à-dire la relation entre le débit et c'est-à-dire le courant électrique et la tension, je peux imaginer, par exemple, lorsque le débit est grand, la tension elle est faible. Donc, je ne peux pas envoyer l'eau ici, par exemple, jusqu'ici, parce que la pression, je n'ai pas assez de pression pour l'atteindre. Pourquoi? Parce que j'ai augmenté le débit ici. Je n'ai pas assez de pression. La même chose, si je réduis la masse ici, bien le diamètre de débit, comme par exemple ce jouet là, donc j'ai fait un rétrécissement pour le débit. Et dans ce cas-là, j'ai une forte pression que je peux envoyer l'eau à une distance lointaine, mais j'ai un débit très faible. Donc c'est ça, c'est la relation entre le courant et la tension. Donc si j'ai le courant très fort, la tension elle va chuter, et lorsque j'ai un courant plus faible, la tension elle va augmenter. Donc c'est ça le dilemme du courant électrique dans un conducteur. Maintenant, si j'ai un grand débit et une forte pression, il faut un générateur, donc il faut un camion de sapeurs-pompiers pour avoir la puissance nécessaire pour que je puisse envoyer le débit vers des distances lointaines. C'est ça le rôle des générateurs électriques, donc des centrales électriques Hydro-Québec. Donc la loi d'Ohm, on a expliqué tout à l'heure c'est quoi la loi d'Ohm. Donc on décrit mathématiquement c'est la relation entre le courant et c'est-à-dire la tension, donc qui est la résistance. Donc elle va lier les trois paramètres par cette fameuse équation U est égale à RI. Donc si j'ai une résistance de valeur R alimentée par une tension U, j'ai une circulation d'un courant électrique dans la résistance qui est égale à I. Donc la tension elle est en volts, la résistance en ohms et l'intensité en ampères. Donc, je peux calculer à partir de là, de la loi d'Ohm, donc GU est égal à RI. À partir de cette formule-là, je peux calculer les inconnus que j'ai dans l'équation. Par exemple, le R est égal à U sur I. Je peux calculer I est égal à U sur R, et ainsi de suite. Donc, des applications que je peux faire avec ça. La résistance elle est donnée c'est-à-dire d'un conducteur, et chaque conducteur, chaque matériau, il a sa propre résistance. Donc,
on voit que le cuivre reste un meilleur conducteur d'électricité, mais il a une résistance. Donc, un fil électrique, par exemple, qui traverse le nord du Québec, là où il y a les centrales électriques jusqu'à Montréal, c'est des milliers, ou bien c'est des centaines de kilomètres. Et la résistance n'est pas négligeable. Donc, le passage de courant sur cette ligne-là, il va provoquer une chute de tension. Donc, il y a des pertes par effet Joule, etc. Et ça, c'est à cause de la résistance du câble. La résistance aussi, elle peut être mesurée par cette formule-là. Donc, R est égal à ρ, c'est la résistivité propre au matériau, fois la longueur sur la section du conducteur. C'est-à-dire que si j'ai un conducteur qui a une longueur L, donc un fil, un câble électrique, il a une section A et le matériau, il a une résistivité. Donc, elle est calculée, par exemple, pour le cuivre, est égale à 17,2 10 à la puissance moins 9 ohms-mètre. Je peux calculer la résistance du fil. Et si j'ai, par exemple, L, 1 mètre, 10 mètres, 1 kilomètre, etc., je peux calculer la résistance de mon câble ou bien du fil, etc. Et la résistivité ici, elle est propre au matériau. Donc, chaque matériau, il a sa propre résistivité connue. Et en fonction de ça, si j'ai un fil de cuivre et j'ai, par exemple, 100 mètres de longueur, je connais la section, je peux calculer la résistance, qui, c'est-à-dire qui caractérise le fil électrique. Et si je connais la résistance, donc je peux calculer la chute de tension. Avec, si je connais le courant qui va passer dans le câble, donc pour alimenter mon équipement, je peux avoir la chute de tension qui est égale à RI. Et en fonction de ça, je peux dimensionner mon installation pour prendre en considération cette perte de tension. Donc ça, c'est la formule pour calculer la résistance d'un conducteur ou bien d'un matériau. On donne un exemple ici pour le cuivre, par exemple. Calculer la résistance du fil dont les caractéristiques sont ρ est égal à 17,2 fois 10 à la puissance moins 9 ohms-mètre. La longueur, elle est de 50 mètres et la section, elle est de 0,05 mm. Donc, on applique directement la formule R est égal à ρ, qui est égal à 17,2 fois 10 à la puissance moins 9 ohms-mètre, que multiplie L, qui est égal à 50 mètres, que divise A, qui est en millimètres. Donc, il faut faire attention ici. On doit convertir le diamètre, millimètre, en mètre. Parce que ici, le diamètre doit être en mètre. La résistivité, elle est en mètre, la section en mètre carré. Donc ici, j'ai le mètre carré comme unité. Ici, j'ai le millimètre carré. Donc ici, il faut la convertir 0,05 pour la convertir en millimètre, en mètre carré. Qu'est-ce qu'on doit faire? Divisé par 10 x 66.
Non, Exact. c'est multiplié fois 10 puissance moins 3. Millimètre, c'est 10 à la puissance moins 6. Donc 1 millimètre carré, il nous donne 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. Donc, j'ai 0,05 millimètres. Donc, je dois multiplier par 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. Monsieur, j'ai une question. Ouais. Pourquoi vous faites moins 6, 10 à la moins 6? 10 à la puissance 6, c'est la surface, c'est-à-dire la conversion pardon. C'est la conversion du millimètre carré au. Comment ça s'appelle? Ah, ok, ouais. On a 10 à la puissance moins 3. Ok, parce que ici, ça dit au millimètre et on a besoin. Exactement, à la puissance 2, donc ça donne 10 à la puissance moins 6. Ok. Donc, c'est un exemple pour calculer, donc c'est une application directement. Le but d'ici, c'est la première des choses qu'on connaît, on peut calculer la résistance de n'importe quel matériau si on connaît sa résistivité. La résistivité, elle est donnée pour chaque matériau, donc c'est une constante qui est donnée pour chaque matériau. Et si on connaît la distance et la section du câble, donc je peux calculer sa résistance facilement. Donc, la deuxième des choses, il faut faire attention aux unités lorsque vous appliquez les équations. Donc, il faut mieux mettre les unités sur l'équation, comme ça, vous ne vous trompez pas. Par exemple, ici, j'ai le mètre carré, j'ai un mètre ici et le mètre ici. Donc, je peux éliminer le mètre avec le mètre. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste le ohm. Donc, mon raisonnement, il est correct. Donc, le résultat, je cherche la résistance et le résultat il va être en ohm. Donc, c'est correct. Donc, le reste, il faut faire juste le calcul pour faire le. Aussi, on a un outil qui permet de faire la normalisation du diamètre. Donc, on a dit que ici, j'ai la section. Donc, chaque câble ou chaque fil électrique, il est normalisé. Donc, la section, elle est normalisée. Et cette section-là, elle est donnée par la fameuse jauge du standard American Wire Gauge. Donc, c'est un outil qui donne le standard des différents fils électriques utilisés, donc le calibre du fil. Donc, on parle ici, selon ce système, le diamètre du fil il va diminuer au fur et à mesure que le numéro de jauge augmente. C'est-à-dire ici, j'ai le 0, 1, 2, 3, 4, 5 et le numéro il va augmenter. Le fil, donc le diamètre, il va diminuer. Donc ici, ça c'est le diamètre. Ça c'est le diamètre de 0. C'est le plus grand. Donc ensuite, plus le numéro de jauge il va augmenter, on voit que le diamètre il va diminuer. Donc, il va diminuer jusqu'à ce que je fais 36. Donc, le 36, c'est le plus petit diamètre qui existe selon le AWG. Donc, les câbles que vous allez utiliser, que vous allez acheter, etc., donc, ils sont référencés par AWG. Donc, je peux avoir WJ, par exemple, 15. Donc, le 15, c'est bien ce calibre-là. Et
le câble il doit être d'inédit, donc juste le conducteur. C'est pas le câble en plastique, d'accord? Donc, le diamètre c'est-à-dire de ce calibre, c'est juste le cuivre, par exemple, le fil conducteur qui est calibré ici, pas le plastique qui couvre c'est-à-dire le conducteur. Une vidéo ici qui montre un petit peu comment on sert de la jauge pour Est-ce que vous entendez le son de la vidéo? Non. Non. Hi, this is Julie with Beataholic, and today I want to show you how to use a wire gauge guide. It comes in a protective sleeve, and I actually recommend that you keep it in this just because the corners can actually be quite sharp. So what you have here is you have this disc, and along the outside here, it shows you the wire gauge, and it goes from 0 all the way up, and it goes around, and then it keeps going around to 36. So it's going to show you gauges from 0 to 36. And what you're wanting to do is you're wanting them to fit within the slot. So don't worry about the little round spot down here. It's the slot right there that you want your wire to fit into. And if you flip it over, you'll see that it has its corresponding millimeters over here. So as you can see, 32 gauge wire is actually 0.27 millimeters. So that's handy to know too. So I want to show you really quickly how this works. I have an eye pin right here and a head pin as well. And if you're like me, you tend to store these where you don't put their labels on them, so you're always trying to figure out what they actually are. So with this eye pin right here, what you'll do is you can kind of guess where you think it might fall. So it goes right through the 19. Now that slides way too easily. So you go up to 20, still very easily. Go to 21, and that looks pretty much like a perfect fit, but I just want to double check and try the 22, and it's not going in. So that shows that this is a 21 gauge brass eye pin. I'm going to show you with one more. I've got this little head pin here in gunmetal, and I can tell it's a bit thinner, so I'm going to try the 21. It goes right through that really easily. 22, still going too easy. 23, pretty easy. 24, oops, I wiggled it and it went through, so that means it's going to fit. But I'm guessing it's 24 and it's not going to fit through a 25, but I'm just going to try it. Yep, it's not fitting. So this here is going to be a 24 gauge gunmetal head pin. And that's all there is to using a wire gauge guide. It's a very handy tool. And then when you're not using it, again, just make sure you put it back in its protective sleeve, and that's going to protect your fingers. Ok, donc on a vu à peu près comment utiliser la jauge pour faire le calibrage ou bien connaître le calibre du fil. Je pense qu'on a assez pour aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait de pause et on a été un peu perturbé avec cet Internet. Je pense qu'on a assez de matière aujourd'hui pour... on va continuer la semaine prochaine. Est-ce que vous avez commencé les laboratoires? Pas encore. Et demain, monsieur. Demain. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait la première séance? Juste parler, là. Ouais, ils nous ont présenté comment ça a fonctionné et tout ça. Ok. Ok, c'est bon. Donc, on va arrêter aujourd'hui ici. Donc, vous avez les exercices à faire. Le 5 et le 6, c'est celui du diapo. Je vais vous la mettre en ligne ce soir pour que vous puissiez réviser. Et on se voit la semaine prochaine. Donc, si vous avez des questions. Non. Pas de questions?
Non. Non, c'est clair. Ok, bon. C'est beau. Oui. Bonne journée. Ok, merci. Bonne journée à tous. Monsieur, le document qu'on vient de voir, est-ce que vous allez l'envoyer par